Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette quatrième journée de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je suis Sami Ben Karfala, le référent de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Cet événement est co-organisé avec l'équipe du Mois du Genre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Murula qui va, je laisserai Béatrice tout à l'heure la présenter davantage. Et puis, je remercie aussi Béatrice Fuga qui a accepté de modérer cette discussion. Avec grand plaisir. Je cède tout de suite la parole. On n'a pas beaucoup de temps, je laisse la parole. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais justement vous présenter Christelle Murula, qui est titulaire d'un diplôme de l'Institut pratique du journalisme à Paris. Et elle a poursuivi sa carrière en tant que journaliste. Et aujourd'hui, elle travaille en tant que journaliste indépendante, à la fois pour la presse et pour l'audiovisuel. Elle écrit notamment pour des magazines comme La Déferlante, M, les magazines du Monde, Les Inrocks et aussi Mediapart. Elle a aussi travaillé entre 2021 et 2022 pour l'émission FAQ diffusée sur Arte. Et elle anime aussi des conférences autour de la culture contemporaine. En 2022, elle a aussi participé à la publication d'un livre qui s'intitule « Moi aussi », qui a été dirigé par Rose Lamy, qui est aussi très connue sur Instagram sur le handle « Préparez-vous pour la bagarre ». Et ces livres, en fait, ils recueillent des essais de 9 écrivaines qui travaillent et qui s'interrogent en fait sur les conséquences de la révolution féministe, donc de MeToo. Et elles essayent, comme le dit les titres, en fait, d'aller au-delà de ce hashtag qui serait donc MeToo ou Nous Toutes. En 2023, elle publie ces livres incroyables qui s'intitulent Amour silencieux, repenser la révolution romantique depuis les marges. Ceci est l'exemplaire de la bibliothèque, donc vous êtes tous et toutes invités à les lire une fois que je l'aurai rendu. Elle publie donc aux éditions d'Aaron. Et en fait, ces livres est une enquête qui est vraiment passionnante et c'est une enquête qui montre les conséquences de celle qu'on a appelée à partir de 2017 une révolution romantique, qui a commencé donc avec les mouvements MeToo, et dans les livres, en fait, Christelle montre comment ces changements qui sont supposément radicaux et la volonté, en fait, d'abattre les patriarcats ne tiennent pas compte des minorités et de ceux et celles qu'elle-même appelle les oubliés du débat. Parfois l'italien ressort. Donc dans ces livres, Christelle nous fait tous et toutes réfléchir aux besoins de revoir ces solutions, ou les solutions possibles qui ont été proposées à partir de 2017, parce que soit elles ne sont pas réalistes, soit elles ne considèrent qu'une partie de la population, et elles laissent de côté à la fois les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de pauvreté, par exemple, et bien d'autres exemples. Donc c'est un livre absolument passionnant qui s'appuie à la fois sur son expérience personnelle, évidemment sur ses travaux en tant que journaliste, sur des enquêtes de terrain, sur des essais critiques, sur des séries télévisées, des films. Et Christelle donc interpelle son lectorat et je pense elle nous invite tous et toutes à réfléchir un peu comment repenser et on dirait pourquoi pas refaire la révolution romantique. Donc à toi la parole si tu veux te présenter. Merci déjà pour l'invitation et non, la présentation était vraiment très 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 complète. Et... Donc si tu veux bien on commence avec les questions. Allez. J'ai du mal avec les micros donc j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez ? Ouais. Je peux prendre ce micro moi ? Ouais. Ici ? Vaut mieux utiliser les micros pour l'enregistrement. J'ai l'impression que je suis en train de... Attends. Et du coup on va s'éloigner. Pardon. Alors écoute, on a décidé, on va faire les coulisses de l'interview et on va se dire que moi et Christelle on se tutoie depuis tout à l'heure parce que voilà, on se trouve fort sympa. Donc voilà, je voulais te dire que alors en lisant ton livre, bien évidemment, je trouvais ça très passionnant et
Surtout, tu parles au début de ton livre dans tas de publications féministes récentes. Donc, on écrit des livres féministes, on passe du temps à parler des théories, des nouvelles théories féministes possibles. On envisage même une anarchie, tu l'as dit, dans les relations d'amour. Mais on se rend compte, en fait, que c'est souvent les femmes qui lisent ces livres et que l'objectif, en fait, est, tu le dis, d'éduquer leur homme et de le rendre, et je te cite à nouveau, un mec bien. Alors, il me semble que dans ton livre, tu cherches de faire quelque chose d'un peu différent. Et donc, je voulais te demander, en première question, pour qui tu avais pensé ces livres ? C'est qui devrait le lire ? Waouh. Bon, alors déjà, juste pour le contexte, je n'ai pas relu mon livre depuis sa sortie, donc ça fait 3 ans. Donc je pense que je vais redécouvrir des citations. Mais à qui il s'adresse ? Je pense à tout le monde, si possible, même si j'ai quand même l'impression que c'est quand même une majorité de femmes noires qui l'ont acheté. Enfin, et qui l'ont lu. Après, j'ai eu des retours de vraiment beaucoup de personnes, énormément de profils différents. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup étonnée. Après, moi, j'espère vraiment que tout le monde le lise. Voilà. Enfin, après, t'en as fait un très beau portrait de ce livre, donc merci. Mais non, c'est vraiment pour tout le monde parce que quand on discutait, toi et moi, tu disais que ça avait eu l'effet d'une claque pour toi, ce livre. Et j'espère que plein de personnes puissent se prendre cette claque, malheureusement, hein, pardon. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui restaient en moi, que j'ai couchées dans ce texte-là. Et c'est pour ça que j'espère que beaucoup de personnes pourront le lire, parce que je pense, hein, sans vouloir me jeter des fleurs, qu'il y a peut-être des choses qui vont pouvoir s'éveiller chez certaines personnes, et notamment chez les personnes les plus privilégiées, notamment dans la société. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il est pensé pour tout le monde, et moi, je pense qu'il est surtout accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment une belle chose de ton livre. Dans ton introduction, et je te cite pas mal, mais bon, tu commences en fait en parlant du marché de l'amour. C'est une expression qui est difficile à lire, mais bien évidemment, elle est très réelle. Et en fait, ces marchés de l'amour, tu dis, invitent les femmes à s'auto-évaluer, et on imagine en fait que cette auto-évaluation est faite aussi finalement pour se vendre dans ces marchés, en fait, pour devenir un produit, on peut imaginer. Et tu parles aussi d'une sorte de, et je te cite à nouveau, guide du routard pour indiquer la bonne voie pour trouver l'amour. Donc à la fois, on a des livres qui sont publiés pour comprendre comment devenir soit l'objet d'amour, soit comment se façonner pour être désirable, on imagine. Et en fait, tu dis, mais dans mon livre, je ne veux pas faire ça, je vais plutôt faire un constat. Et tu l'as dit à plusieurs moments. Et donc, je voudrais savoir, on veut savoir en fait pourquoi ces constats et pourquoi cette nécessité. On l'imagine, mais je pense que ça serait bien d'en parler. Alors, juste pour le contexte, mon livre, il est sorti toute fin 2022, et moi, j'avais à la base signé le contrat d'édition pendant le confinement, et je voulais écrire un livre sur la figure de la femme célibataire. Vraiment analyser ce que c'est d'être célibataire aujourd'hui en Occident, ce que ça veut dire, ce que ça implique, et aussi analyser cette espèce de propagande au couple hétérosexuel monogame dans la société, enfin en tout cas monogame officiellement dans la société. Et entre-temps, il y a eu énormément de productions qui sont sorties justement autour de la femme célibataire et du couple. Donc il y a eu des podcasts comme Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, il y a eu Réinventer l'amour de Mona Chollet, il y a eu Dating Fatigue de Judith Duportail, pardon. Enfin, il y a eu énormément de productions. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus avec tout ce qui sort, que ce soit tous ces podcasts, tous ces livres, tous ces documentaires, parce que vraiment, à cette période-là, vers 2021, on était vraiment noyés de production intellectuelle autour de ce sujet-là. Et
Et finalement, comme c'était mon travail, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé, et enfin tout ça. Et je me suis absolument pas sentie concernée par tout ce qui était produit, parce que je ne retrouvais pas de personnes qui pouvaient m'y ressembler, ou alors j'avais vraiment l'impression que ça ne s'adressait pas à moi, mais que ça s'adressait plutôt à une minorité de femmes, pour le coup, parce que c'était produit par une minorité de femmes. Donc des femmes blanches, bourgeoises, hétérosexuelles, plutôt citadines, qui vivent en région parisienne ou plus précisément à Paris ou en petite couronne, qui sont valides, qui sont minces, enfin vraiment la roue, le jackpot pardon, du privilège. Et en plus de ça, j'avais vraiment l'impression que en partant d'une volonté politique de déconstruire les normes amoureuses, ça s'était transformé en une espèce de guide pour faire en sorte de se sentir mieux dans son couple, mais comme une sorte de développement personnel. Qui n'avait pas forcément de grande remise en cause politique des normes sociales dans le couple et surtout des normes genrées dans le couple hétérosexuel, mais que ça partait plutôt dans qu'est-ce que je peux faire pour être plus épanouie. Et je peux ouvrir mon couple, je peux devenir lesbienne, je peux vraiment des solutions qui étaient données à balle et qui n'étaient pas forcément accessibles à toutes. Enfin, par exemple, moi j'ai pu entendre dans un podcast une femme qui disait pour faire en sorte d'échapper aux tâches ménagères quotidiennes, j'ai pris un appartement, j'ai décidé de ne plus vivre avec mon conjoint. Très bien, mais qui peut se permettre de prendre un appartement parce qu'elle en a marre de faire le ménage pour son mec, pas tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment un niveau de déconnexion à mon sens qui était assez colossal et surtout je voyais que beaucoup de femmes beaucoup de récits de femmes n'étaient pas mis en valeur, donc des femmes racisées, des femmes queer un peu quand même, mais toujours, je pense, les plus privilégiées d'entre elles, notamment au niveau de la classe sociale. Mais donc des femmes racisées, certaines femmes queer, les femmes handicapées aussi, puis les femmes pauvres, celles qui ont grandi en banlieue parisienne, celles qui n'ont pas grandi à Paris. Enfin, tout ça, il y avait vraiment un angle mort énorme sur beaucoup de profils de femmes. Et je me suis dit, autant essayer de traiter cet angle mort et aussi d'analyser pourquoi est-ce qu'il y a un tel angle mort. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que, heureusement que tu as pu jeter de la lumière sur cet angle mort qui était vraiment un angle mort. Alors, tout un pays, no man's land, qui est devenu, heureusement, your land. Très bien. Donc, je voulais en fait te rentrer un peu dans les vifs du sujet et te poser une question, alors un peu de culture pop en fait. Tu parles au début de ton livre de ce concept qui est la Black Friend Trope, donc de l'ami noir, de l'ami racisé en fait, dans les séries télévisées. Et je voudrais que tu nous parles de ça, comment tu l'as trouvé, s'il y a des sources, et c'est quelque chose en fait qui est assez frappant, parce qu'on en parlait toutes les deux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'enlever de la tête une fois qu'on le sait, et une fois qu'on le voit, et c'est frappant. Et donc je voulais commencer avec cette question. Ok, donc juste pour le contexte, dans le livre, il y a une grande partie sur la place des femmes noires sur le marché de l'amour. Il y a beaucoup de références de pop culture dedans, et le Black Friend Trope, c'est une référence qui est beaucoup présente dans les films ou dans les séries où quand on regarde bien, quand il y a le personnage d'une femme noire, c'est souvent la meilleure amie du personnage principal. La femme qui est là pour donner des conseils, qui est là pour élever le personnage principal à atteindre son but, pendant qu'elle n'aura absolument aucune intrigue. Voilà, elle sera juste là pour faire office de faire-valoir au personnage principal, et vraiment très souvent, ce sont des femmes noires. Là, après, je l'ai écrit il y a 3 ans, et je pense que maintenant, il y a certaines productions qui en ont un poil plus conscience. C'est pas non plus la folie, mais voilà. Et c'est quelque chose que j'ai observé très tôt, parce que j'ai vraiment été bourrée à la pop culture depuis mon enfance. Mais en fait,
j'ai pu comprendre que c'est pas juste un trope de pop culture, c'est aussi quelque chose qui arrive dans la vraie vie. C'est-à-dire que très souvent, parfois dans ce que j'appelle des amitiés interraciales, c'est-à-dire quand on est une femme noire et qu'on est amie avec une personne qui n'est pas noire, on va souvent nous prendre pour une confidente, pour une psychologue à titre gratuit, pour quelqu'un qui va juste écouter tes problèmes, enfin, les problèmes amoureux de ses amis, et en face, nos amis ne se... Comment dire, ne feront... Elles feront comme si nous, on n'avait pas aussi de déboires amoureux ou je sais pas quoi. En fait, elles ne demandent pas. Parce que y a quand même une sorte c'est pas un cliché, mais c'est quand même une espèce de croyance assez... une espèce de croyance qui ferait que les femmes noires ne sont pas des êtres romantiques et donc ne pourraient pas avoir des relations amoureuses, des relations sexuelles, etc. Enfin, ça c'est quelque chose, en tout cas sur mon terrain, en interviewant beaucoup de personnes, de femmes noires pour le coup, qui me disaient qu'elles avaient l'impression que leurs amis ne les considéraient même pas comme des femmes en soi. Comme des femmes qui pouvaient avoir des sentiments amoureux, comme des femmes qui pouvaient avoir du désir aussi, mais qu'elles étaient là juste pour les écouter et pas autre chose, quoi. Et c'est un peu la même chose concernant le Black Friend Trope. C'est vraiment ça. Et puis même quand on regarde beaucoup de films, la psychologue, elle est quoi ? C'est une femme noire. Ouais. Voilà, ça arrive énormément. Et ça veut tout dire, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment une figure qui est présente pour écouter et guider, mais rien de plus. Oui. Ça me permettrait de te poser 2 ou 3 questions qui sont en bon lien avec ce que tu es en train de dire, mais on va revenir en fait sur les clichés dont tu parles. Mais là, je voulais reprendre ce que tu avais dit par rapport aux conversations qu'on peut avoir. Donc l'effet que tes amis ou des amies blanches, en fait des amitiés interraciales comme tu l'as dit. Et je voudrais revenir sur les concepts dont tu parles, qui est un concept tiré de l'expression de Ruby Ahmad qui parle des larmes blanches, et tu en parles dans ton livre et c'est très intéressant, et donc j'aimerais bien qu'en parlant en fait de cette idée de partager une conversation, on peut avoir ces larmes blanches dont tu parles, qui sont très intéressantes en fait. Ouais. Alors j'espère ne heurter personne dans la salle déjà, mais les larmes blanches, c'est... Il y a vraiment tout un livre là-dessus, un livre qui a été publié aux États-Unis. C'est vraiment le fait d'expliquer que les larmes d'une femme blanche peuvent être utilisées comme une arme contre les femmes racisées, et plus particulièrement comme les femmes noires. Par exemple, une femme blanche peut être très agressive ou ou méchante avec une femme noire le lui fait remarquer, et une femme blanche décide de pleurer. Parce qu'elle le lui a fait remarquer, et finalement l'agression est inversée, c'est la femme noire qui a agressé et pas l'inverse. C'est quelque chose qui arrive très souvent, ça arrive énormément au travail, dans les relations professionnelles, ça peut arriver en amitié, ça peut arriver aussi en amour, ça peut arriver tout le temps en fait. Et on a tellement d'exemples de pop culture, je sais pas, même dans la vie, enfin là ça va être très exemple TF1, mais il y a quelques années, il y avait la saison de Danse avec les stars. Et il y avait un problème entre l'humoriste Inès Reg et la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Donc Natacha Saint-Pierre avait communiqué en amont en disant que Inès Reg était une femme horrible, voilà, et tout le monde s'était pris de peine pour Natacha Saint-Pierre parce qu'elle avait quasiment pleuré face caméra sur Instagram, et donc Inès Reg, qui est d'origine maghrébine, était devenue la méchante maghrébine, quoi, enfin très clairement. Et finalement on découvre que c'était Natacha Saint-Pierre qui l'avait insultée en premier lieu, mais sauf que la production a décidé de protéger qui ? Natacha Saint-Pierre. Voilà, c'est un exemple très populaire, si je peux dire ça comme ça. Oui. Mais je trouve que c'était quand même assez parlant, parce que c'est vraiment... en fait, c'est le quotidien pour nous.
Oui, mais c'est ça qui est choquant, c'est-à-dire que c'est le quotidien, en fait, c'est ça qui est, comment dire, glaçant dans le livre. Et en parlant, en fait, des préjugés et des clichés, carrément, je ne suis pas du tout l'ordre dont on a parlé, parce que, voilà, mais bon. Du tout. Mais donc, en parlant de préjugés, tu parles de quelque chose que tu appelles, en tout cas, qui est un préjugé, qu'on dirait donc la chaleur noire, la soi-disant chaleur noire, qui en fait est utilisée comme concept pour justifier les violences des genres, même au sein de la justice. Et c'est des dispositions qui seraient biologiques, par exemple, à une plus grande masculinité ou virilité, voire à la rage dont tu parlais, donc the angry black woman, enfin vraiment another trope, voilà. Et donc j'aimerais bien qu'on parle de ça, en fait, de tous ces clichés qui sont de rage et de potentielles différences, en fait, qui fait que ces clichés sont utilisés dans d'autres contextes et qui peuvent nuire aux femmes racisées. Donc le cliché de la Angry Black Woman, la chaleur africaine ou les deux, du coup? Les deux? Si tu veux bien les deux, mais sinon okay. Celui que tu préfères ou celui que tu détestes le plus, non, en fait. Je vais faire les deux, il n'y a pas de souci. Non, donc le cliché de la Angry Black Woman, c'est vraiment... En fait, c'est quand même assez lié avec le cliché, enfin avec ce qui est autour, les larmes de la femme blanche. C'est partir du principe qu'une femme noire est toujours en colère. Qu'une femme noire sera toujours agressive envers quelqu'un, qu'on peut pas lui parler parce que je sais pas, elle va me manger si je lui fais part d'une remarque, elle va me hurler dessus si je lui fais part d'une remarque. En fait, on fait peur. En fait, on fait peur parce que ce cliché de la Angry Black Woman, il est installé depuis, je pense, des siècles. Ouais. Depuis des siècles, et il est aussi présent, pareil, dans la pop culture, il est très présent, où on voit, je sais pas, une femme noire censée être très excitée, qui crie énormément, qui parle beaucoup. Enfin, par exemple, Nicki Minaj, même si elle est achetée à la poubelle maintenant, elle a vraiment été l'incarnation de la Angry Black Woman pendant très 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 longtemps. Ouais. Exemple encore, à l'époque, c'était Miley Cyrus qui avait dit que Nicki Minaj ne pouvait absolument pas être féministe parce qu'elle dansait en string. Et Nicki Minaj lui avait répondu, elle a Nicki Minaj, certes, mais Nicki Minaj est devenue la Angry Black Woman alors que c'était elle qui s'était pris une remarque à la base. Enfin, voilà, c'est quand même assez lié. Et concernant la chaleur africaine, c'est un stéréotype sexuel. Oui. Très clairement, parce qu'il existe un immense fétichisme sexuel autour des femmes noires qui serait bien plus déluré, on va dire ça comme ça, que les autres au niveau de la sexualité, qu'elle serait moins respectable aussi au niveau de la sexualité, et qu'apparemment il y aurait une espèce de chaleur, elle dégagerait, et ça je l'ai vraiment lu dans des articles, que soi-disant on dégagerait beaucoup plus de phéromones que les autres, et une odeur spéciale, et je dis ça, c'est présent dans des enquêtes scientifiques qui sont censées être très sérieuses. Voilà, qu'on dégagerait une odeur spéciale, etc. Et qu'en plus de ça, on serait formé assez tôt, c'est-à-dire que la puberté arriverait beaucoup plus tôt chez nous. Donc on aurait des seins et des fesses beaucoup plus tôt, sachant qu'il y a aussi un immense cliché autour des grosses fesses des femmes noires. Voilà, et ce cliché de la chaleur africaine, il est même invoqué en justice. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a une jeune fille de 11 ans, Justine, donc une petite fille noire, parce que vraiment à 11 ans on est une jeune fille, qui avait été violée par un homme d'une trentaine d'années, et il avait invoqué la chaleur africaine de Justine parce que soi-disant à 11 ans elle ferait beaucoup plus que son âge, et donc la justice a décidé que l'argument de la chaleur africaine était valable, et cet homme n'a pas été condamné. C'est ça.
Et bon, c'est difficile de rebondir, c'est très difficile. Désolée. Mais c'est très bien d'en parler. Justement, je voulais revenir sur cette notion de fétichisme. Tu l'insères en même temps que, en fait, dans les mêmes chapitres, je trouve ça très réussi. Tu parles à la fois de la peur, en fait, on va revenir dessus sur la soi-disant tout est noir sauf nos meufs, mais là, j'aurai une question pour après. Et là, je voudrais revenir sur l'idée des fétichismes. Et donc, le fétichisme de la femme racisée, de la femme noire, et qu'est-ce que c'est ces fétichismes, et est-ce que tu peux nous parler aussi du concept des misogynes noires, qui est le titre de ton chapitre. Donc, les chapitres s'intitulent au commencement les misogynes noires, et tu parles en fait au sein de ce chapitre de cette double tendance en fait à soit écarter les femmes noires, soit à du coup les fétichiser. Et tu dis que, et ça aussi c'est une grosse claque, tu dis que la femme noire devient comme un safari pour autrui, ce qui est bouleversant et voilà, très frappant et glaçant. Voilà. Alors sur le fétichisme des femmes racisées, en fait, pour être très clair, il y en a sur chaque femme racisée. Vraiment, il y a des clichés sur chacune d'entre elles. Pour les femmes asiatiques, par exemple, il y a vraiment ce cliché de petite fille qui serait très docile, la jungle fever, comme disait Vincent Cassel, par exemple. Pour les femmes maghrébines, en fait, elles n'ont pas le choix. C'est pas qu'elles n'ont pas le choix, c'est qu'elles n'ont que deux choix. Il y a soit la voilée, soit la beurette. Enfin, vraiment, on les range dans l'une des deux cases, et qu'elles soient dans une case ou dans une autre, elles se font détruire, quoi. Enfin, voilà. Et dans les deux cases, elles sont toujours fétichisées, parce que soit la voilée est très sage, etc., soit la beurette est très, 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 très délurée et pas respectable. Et c'est par ailleurs pas pour rien que le tag beurette était le premier en tendance sur les sites porno en France. Donc voilà. Et pour les femmes noires, c'est ce que je disais, c'est vraiment le cliché d'une femme qui serait absolument pas respectable et qui limite serait... limite, c'est la honte de tomber amoureux d'une femme noire, ou alors d'avoir des relations sexuelles avec une femme noire tellement on est censé être dégoûtante, quoi. Donc voilà, et ça fait lien justement avec la misogynie noire, qui est un concept qui a été initié par Moya Bailey. C'est une universitaire afro-américaine, et donc elle a théorisé ça au début des années 2010, où à l'époque, elle avait pris comme exemple des clips de rap, et aussi des séries, des films, où elle expliquait à quel point les femmes noires étaient moquées dans les clips de rap. Soit elles étaient moquées, soit elles étaient hyper sexualisées, mais qu'il n'y avait absolument pas d'entre-deux. Et que plus précisément, il n'y avait absolument pas d'entre-deux si elles étaient foncées de peau. Mais que par contre, si elles étaient beaucoup plus claires, là, il pouvait y avoir quelque chose d'un poil plus neutre, mais et encore. Et donc la misogynie noire, en réalité, elle s'est... comment dire, le concept, il a vraiment évolué, parce que on n'est pas, enfin, ça allait vraiment au-delà des clips, des séries, des films, et surtout ça allait au-delà des États-Unis, parce qu'il y a de la misogynie noire partout. Tout simplement, il y a la misogynie noire absolument partout, dans le monde entier. Enfin, vraiment, c'est pas juste... je pense qu'on peut pas juste le cantonner qu'à l'Occident. Je pense que la misogynie noire est présente dans le monde entier. Et je pense aussi qu'il y a des formes de misogynie noire qui sont spécifiques selon les pays, pour le coup. Parce que il y a toujours des contextes spécifiques dans lesquels vivent les femmes noires. Par exemple, une femme noire française ne vit pas la même chose qu'une femme noire américaine, qu'une anglaise ou qu'une camerounaise. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. Et je dirais que la misogynie noire française est l'apanage d'absolument tout le monde. Vraiment tout le monde. Toutes les couleurs, tous les genres. Et il y a même aussi des femmes noires qui ont intégré de la misogynie noire. Enfin, il y a une misogynie noire internalisée qui est quand même assez forte. Et ce qui, à mon sens, c'est presque normal, vu que la misogynie noire est juste partout. Oui. Voilà.
Et c'est quelque chose qui a été aussi intégré par les hommes, donc si j'ai bien compris, noirs, ou en tout cas les hommes racisés, parce que tu parles de cette tendance qui était aussi une tendance sur Twitter, si je ne me trompe pas. Je te la cite en français, tu dis voilà, que tu parles de cette trend de Twitter qui a eu énormément de millions de retweets, enfin voilà, qui est donc tout est noir sauf nos meufs. Autre chose absolument aberrante qu'on apprend dans ton livre. Est-ce que tu voudrais nous expliquer qu'est-ce que c'est? Ouais, dis-toi avec le sourire. Oui. Donc, tout est noir sauf nos meufs, c'était un hashtag, je pense que c'était vers 2015. Donc sur Twitter, il y avait énormément de femmes noires à l'époque qui prenaient la parole sur l'afroféminisme. Et puis même sur d'autres choses. Mais franchement, je pense vraiment que la pensée afroféministe contemporaine a débuté sur Twitter au milieu des années 2010. Voilà, toutes les Amandine Gay, l'autrice Laurent Safou, enfin beaucoup de personnes, elles ont commencé en fait à poster des tweets là-dessus. Et donc il y a pas mal de femmes noires qui ont emboîté le pas, mais ça a décuplé, je pense, la violence que pouvaient se prendre les femmes noires de manière globale sur ce réseau social, enfin sur même tous les réseaux sociaux, parce qu'il y avait beaucoup Facebook à l'époque. Et un jour, des hommes noirs ont décidé de créer le hashtag « Tout est noir sauf nos meufs ». Donc ils faisaient énormément de blagues en disant que par exemple leur mère était noire, que leurs potes pouvaient être noirs, que leurs vêtements pouvaient être noirs, mais que leurs copines jamais de la vie. Et donc ils faisaient énormément de blagues dessus, et étant donné que c'est parti d'hommes noirs, il y a beaucoup d'hommes racisés, mais aussi d'hommes blancs, mais aussi de femmes qui ne sont pas noires, qui ont commencé à tweeter sur ce tag et à faire énormément de blagues pour se moquer des femmes noires. Enfin, voilà, parce que tout est normal. Et c'est resté en tendance plusieurs jours, tellement il y avait de personnes qui tweetaient en se moquant des femmes noires. Et ça, je pense que c'est quand même assez symptomatique, parce que c'est une violence qui n'est pas arrivée par des blancs, qui n'est pas arrivée par d'autres personnes que des personnes noires. C'est une violence qui est arrivée par des hommes noirs. Et le fait est que je pense que pour les générations d'aujourd'hui, c'est peut-être moins violent, voire même plus... Enfin, je pense que la cohabitation est beaucoup plus simple. Mais dans ma génération à moi j'ai 30 ans, et puis même dans la génération de mes sœurs, etc., à l'époque, à l'école, quand on se moquait de nous, quand on se moquait de nos cheveux, quand on se moquait de notre peau, quand on nous insultait aussi, parce que moi, à mon époque, à l'époque où j'étais adolescente, il y avait 2 insultes envers les femmes noires. La première, c'était Fatou. Donc dire qu'une femme noire est une Fatou qui est un prénom, je le rappelle, mais dire qu'en gros c'est une blédarde, quoi. Et il y avait une autre insulte, Niafou, qui en gros dénigrait les femmes noires qui osaient prendre de l'espace dans l'espace public, juste, voilà. Et ça, on pouvait pas y couper, mais les premières personnes à nous traiter de Fatou et de Niafou, c'était des hommes noirs. Oui. Voilà, et ça a été repris par tout le monde ensuite, mais quand même. Ouais, c'est affreux. Et du coup, en fait, vu qu'il me semble que tu parles aussi d'un récit de, je ne dirais pas, enfin, de résistance forcée, au sens où t'as toi-même, mais beaucoup de femmes ont dû vivre avec ça. Ça serait intéressant de faire peut-être les liens avec cette idée que la valeur de la femme noire dépend parfois des sacrifices qu'elle endure, et donc de celle qu'elle appelle la strong black woman. On a cette idée qu'en fait, une femme noire est faite pour endurer, subir et aller au-delà en fait des problèmes. Voilà, donc oui, elle est censée être beaucoup plus forte que les autres, avoir les épaules solides pour endurer toutes les souffrances du monde, pour endurer le fait, je sais pas, d'être mère célibataire. Elle n'a pas le droit de se plaindre parce que de toute manière elle est forte, c'est une femme noire forte. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est assez présent. Enfin, par exemple, le fait que les gens soient étonnés de voir une femme noire pleurer. Le fait que les gens soient étonnés de voir une femme noire émue, vulnérable, timide aussi. Voilà, enfin, c'est encore tout est lié, mais moi je sais que par exemple dans ma jeunesse j'étais très timide, mais vraiment très très timide, et
mais du coup, on pensait que j'étais énervée. Ouais. Voilà, parce que j'étais censée être beaucoup plus, être une femme forte, et puis je devais être forcément drôle. Je devais forcément être vraiment présente, prendre tout l'espace, quoi. En fait, il y a vraiment plusieurs cases, le stéréotype de la strong black woman, c'est aussi ça. Et c'est aussi présent, pareil, dans la pop culture où les femmes noires, les rares fois où elles sont des personnages principales, elles sont très dures, très rigides. Elles sont censées pouvoir tout endurer. Oui. Aussi. Elles sont censées pouvoir endurer absolument toutes les souffrances. Et par ailleurs, les scénarios adorent les faire souffrir. Donc, voilà. Oui, Encore un. Je pense à Annalise Keating. Oui, exactement. Exactement. Il y a pas de belles choses qui se passent dans sa vie. Non, même si elle est riche, il se passe pas mal des choses. Mais elle est forte, attention. Mais elle est très forte, ouais, bien sûr. Tu parlais aussi dans ta réponse, parce que ton livre, en fait, il parle des amours silencieux, donc des femmes racisées, des femmes noires qui subissent en fait ces types de violences. Mais c'est très intéressant parce que tu parles aussi d'autres minorités qui sont sous-représentées. Et donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la femme célibataire, tu parles dans un chapitre de ce désir de célibat, en tout cas d'un célibat qui est choisi parce qu'il y a comme conséquence à certaines choses de la vie, type un mari, donc un ex-mari. Et donc tu dis en fait dans ton livre, tu constates que les désirs de couple, en tout cas, il est beaucoup plus rare chez les femmes des classes plus populaires de vouloir en tout cas revenir dans les couples. Elles se disent c'est mieux d'être seule avec des enfants parce que c'est plus facile pour elles de gérer. C'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'on pense souvent c'est les femmes bourgeoises qui choisissent soi-disant de single and thriving, l'idée d'être toute seule. Donc pourquoi ça en fait quel est ton constat? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton terrain? Ça venait vraiment d'une étude, je crois que c'était l'INSEE. Bref, c'était une étude très solide pour le coup. Oui, et qui montrait qu'en fait, les femmes bourgeoises étaient beaucoup moins enclins à rester célibataires. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a quand même un attachement aux normes. Oui. Malgré tout, il y a quand même un attachement aux normes sociales, aux normes du mariage, aux normes du couple. Et puis, il y a aussi une volonté de ne pas forcément vouloir perdre ses privilèges, parce qu'être une femme célibataire, c'est pas génial. En tout cas, quand on est une femme célibataire pauvre, c'est dur quand même. Mais le fait est qu'il y en a certaines, en tout cas selon l'étude, qui avaient un échantillon quand même assez colossal, qui estiment qu'elles étaient mieux toutes seules. Aussi, qui estiment qu'elles étaient mieux toutes seules, et j'ai trouvé ça quand même assez ahurissant, ce chiffre, parce que dans les représentations, en tout cas dans toutes ces productions sur le célibat, l'amour, le couple, etc., c'était toujours des femmes bourgeoises et privilégiées qui prenaient la parole, ou alors des femmes qui déclaraient « Ah bah c'est bon, j'ai choisi le célibat ». J'ai inventé une norme sociale, alors que non, pas du tout. Des femmes les femmes le font depuis tellement longtemps, mais sauf que sous prétexte qu'elles n'ont pas 100 000 abonnés sur Instagram ou qu'elles n'ont pas vendu de contrat d'édition, personne ne va en parler. Voilà, voire même bien au contraire. Ce sont des femmes qui peuvent être vachement conspuées aussi. Notamment dans les quartiers populaires, et encore plus quand on est une femme racisée. Oh là là, cette femme, elle est encore célibataire, elle décide de pas retrouver de mari, et puis si son enfant il fait des bêtises, ce sera de sa faute. Mais on va jamais dire ça à une femme blanche bourgeoise qui a décidé de documenter toutes ces étapes pour devenir une célibataire endurcie sur Instagram, par exemple. Oui. Voilà. Et je trouve ça quand même assez... c'est insultant. Oui. Je trouve que c'est insultant pour toutes ces femmes qui en fait vivent comme ça, parce qu'elles ont décidé de vivre comme ça et qui en font pas un argument de vente non plus. Et je trouve qu'on les respecte pas parce que c'est vraiment les effacer en fait. Moi j'aimerais bien qu'on
qu'on remette l'église au milieu du village et qu'on arrête de penser que absolument tout vient des femmes qui ont réussi à vendre des livres, quoi. Oui, et que tout a été en 21-2017, en tout cas par des femmes Exactement. blanches bourgeoises, ouais, bien sûr. Ouais. Et une autre catégorie, c'est très compliqué. Une autre, comment dire, tu parles aussi d'une autre minorité, voilà, ou en tout cas qui est un groupe de femmes qui est sous-représenté, et c'est les femmes en surpoids. Auquel tu t'intéresses à plusieurs moments dans ton livre. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappée et qui m'a touchée beaucoup personnellement. Et qui m'a touchée particulièrement parce que je trouve qu'à partir de... je n'ai pas envie de dire à partir de cette année, mais en tout cas, c'est plutôt récent. On a complètement oublié ce qu'était la body positivity, c'est-à-dire la représentation, ou en tout cas, c'était comme une étoile filante, en fait. C'est passé 3 mois et demi, et puis c'est... Voilà. Et je trouve qu'à partir il y a quelques mois, on a vraiment eu... un retour à l'arrière à la Kate Moss des années 2000, voilà. Et on a complètement oublié l'effet que c'est possible aussi d'avoir un corps qui n'est pas, comme tu as, un corps extra mince, voire malade. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Enfin, est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport à ces manques de représentation énormes pour les personnes en surpoids? Et qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qui est vendu comme surpoids, en fait? Pour ce manque de représentation-là, je pense qu'il y a eu une volonté de représentation à un moment, donc entre milieu des années 2010 et début année 2020, parce qu'à l'époque, le woke n'était pas le wokisme, et que, en fait, on a pu comprendre qu'il y avait d'autres personnes sur cette terre, et que, notamment grâce aux réseaux sociaux, certaines personnes ont pu visibiliser leur voix. Donc forcément, je pense que le marketing, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour les grandes entreprises, pour les marques de mode, etc. Elles se sont dit, il y a peut-être un marché. Et en soi, c'est un marché qui a quand même bien fonctionné, mais le fait est qu'on subit un retour en arrière, notamment politiquement dans le monde entier, que le fascisme est en train de gangréner l'Occident, et que forcément, le retour en arrière, il passe aussi par la mode. Enfin, on a vu les tendances clean girl, par exemple, où une clean girl, ça veut tout dire, c'est une clean girl. Elle est censée être mince, pas trop de maquillage, être habillée d'une manière très rigide, ou alors la tradwife. Exactement. Aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'est un retour en arrière qui est ahurissant. Mais voilà, mais par rapport à la représentation des femmes en surpoids, c'est assez. Je pense que c'est aussi lié. Parce qu'il y a aussi un problème, il y avait un problème à l'époque dans la représentation de la femme en surpoids, c'est que c'était toujours une forme de femme en surpoids aussi. Ces femmes-là étaient très, comme on disait, curvy, avec un corps très, je ne saurais pas comment le décrire, mais comme ça, des formes censées être harmonieuses. Voilà, c'était très 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 rarement des femmes vraiment en surpoids. Aussi. C'était un surpoids qui était acceptable. Oui, c'est ça. Avec un visage assez rond, etc. Donc, c'était pas non plus la grande révolution. Quand bien même, il y avait un peu plus de représentation. Mais je me suis complètement perdue dans ma réponse. Ce n'est pas grave du tout. T'as répondu, en tout cas, de discuter, c'était très bien. Okay. Comme les temps filent assez rapidement et qu'on voudrait laisser un peu la place à l'auditoire, je voulais terminer avec une question et puis je pense qu'on aura le temps d'aborder d'autres thèmes éventuellement. Donc, je te cite à nouveau, je cite la conclusion. Alors, je te cite, je te dis à la toute fin, peut-être que dans un an, en réalisant ces textes, j'en serai que peu satisfaite. Peut-être qu'au contraire, j'en serai très heureuse. Alors moi, j'étais très heureuse à comprendre. C'était très utile, c'était incroyable. C'est une lecture que je conseille à tout le monde, mais c'est pas du tout une lecture heureuse, malheureusement. Mais je voulais savoir si donc tu es heureuse ou pas. Wow. En fait, déjà, ça fait pratiquement 4 ans. Donc, je l'ai écrit à 26 ans, j'en ai 30 aujourd'hui. Entre 26 et 30 ans, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Donc, pour commencer, voilà. Moi, je ne l'ai pas relu en plus. Depuis, j'avoue que j'ose pas le relire. Et je pense que c'est parce que, à mon avis,
Enfin, comme tu l'as dit au début, c'était un constat, et c'était le constat que je faisais en 2022 à l'âge de 26 ans. Je pense que le constat que je ferais en 2026 à l'âge de 30 ans, il serait peut-être pas exactement pareil. Après, j'ai quand même l'impression que beaucoup de personnes ont été contentes. Bah, par exemple, il est parti en réimpression. Enfin, j'ai reçu énormément de messages, et surtout, ça a touché des profils assez différents. Donc certes, il y a beaucoup de femmes noires qui m'ont écrit parce qu'il y a quand même une grosse partie là-dessus, mais il y a de tout. Il y a des femmes handicapées qui ont pu m'écrire, et aussi des femmes comme toi qui m'ont dit qu'elles avaient pris une claque. Par exemple, l'exemple le plus hilarant, pardon, c'est parce que c'est hilarant, mais c'est Madame Valérie Trierweiler, je sais pas si vous vous souvenez de cette femme, qui m'avait écrit en disant qu'elle s'était pris une claque. Donc je me suis dit, bon, bah, si ça va jusqu'à là, c'est bien réussi. c'est qu'il se passe quand même quelque chose. Après, à voir ce que j'en pense dans 5 ans aussi. À voir ce que j'en pense si j'ai des enfants plus tard. Enfin, je pense que c'est vraiment un livre fait sur l'instant T, pour l'instant T, et que peut-être qu'il faudra continuer à... Je sais pas. Oui, c'est sûr que tu l'as dit aussi dans ta conclusion, que tu l'as fait comme constat, mais que tu l'as fait aussi comme point de départ. Oui, et j'espère aussi qu'il y a d'autres profils que les miens qui pourront le faire, parce que, ok, je suis une femme noire, donc forcément je m'en prends plein la gueule, mais je suis quand même journaliste, je vis à Paris, voilà, j'ai accès à certains milieux, à certaines sphères, donc ce qui fait que je suis quand même un poil privilégiée quand même. J'ai pu le publier dans une maison d'édition, avoir de la presse, donc c'est quand même un privilège. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Moi, j'espère qu'il y en a de plus en plus qui pourront le faire, parce que je veux qu'il y ait quand même une pluralité de récits autour de ça, et pas qu'autour des femmes noires, mais autour de tout, autour de toutes ces femmes minorisées-là. Et je pense qu'on aura peut-être réussi quelque chose quand il y aura vraiment plusieurs récits issus de femmes très, très, très différentes, et pas seulement des mêmes femmes. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir peut-être. Merci. Comment ? Oui, mais surtout que moi je peux pas répondre, c'est Christelle. On peut essayer. Il y a des questions ? Moi, j'aurais une question. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, si ça vous laissera le temps d'y réfléchir, mais est-ce que sur le marché de l'amour, est-ce que vous avez pu identifier une hiérarchie des femmes racisées ? Des femmes racisées. Ouais. Plus vulgairement, est-ce qu'il y a des femmes plus cotées que d'autres ? Ou est-ce qu'il y a la femme blanche bourgeoise et les autres Oui, bon, bah déjà oui. Il y a la femme bourgeoise et les autres, il y a la femme blanche et les autres, et je pense aussi que très honnêtement, dans les femmes racisées, il y a aussi une hiérarchie. Et que les femmes noires sont en bas de cette hiérarchie, malheureusement. Je vous remercie pour votre réponse. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait penser sur cette classification, on va dire, des teints, que effectivement on cherche quand même à avoir la peau claire. Que les bébés qui naissent avec la peau claire sont quand même plutôt adulés. Et moi qui suis métisse, je suis en train de prendre conscience aujourd'hui, à 42 ans, que finalement... là où on m'a toujours dit c'est génial, et puis on entend ça tout le temps d'ailleurs, les bébés métis. Oh, qu'est-ce que c'est beau les bébés métis, hein. J'aimerais trop avoir un bébé métis. Voilà. Et que du coup, donc on peut passer partout en fait, c'est génial. Voilà. Mais en fait, c'est pas vrai. On passe nulle part en fait. On n'a ni une place chez les noirs, ni une place chez les blancs. On est un peu paumé. On sait pas vraiment d'où on vient. Et en plus, métis, ça peut être super, mais il faut être beau. Et moi, je suis en train de faire ce constat-là, de faire ce lien que je pense qu'il y a une injonction dès tout petit, métisse, ok, mais si t'es belle, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Et pour se défaire de cette injonction, c'est hyper compliqué. Ouais. Et là, je refais un lien avec justement le corps et
et les codes du corps, je vois que pour me défaire de cette pensée, je me laisse par exemple grossir. Parce que c'est une manière de disparaître de ce paysage de la femme métisse qui va être jolie. Donc là, pour pouvoir un petit peu s'effacer, je vais me laisser un peu aller. Et puis on va voir ce que ça fait dans le rapport à l'autre. Parce que c'est pas évident en fait de savoir qu'est-ce que je vaux si je suis pas belle en fait, dans le regard de l'autre. Voilà, c'est juste pour poser ce constat. Merci pour cette intervention. Non mais merci pour ce constat. C'est vrai que il y a le colorisme qui existe, donc c'est-à-dire le fait d'être privilégié selon sa carnation de peau, en tout cas au sein des populations racisées. Mais c'est vrai que les personnes métisses aussi sont très fétichisées. Il y a vraiment une espèce de, je sais pas, d'imaginaire de femmes des îles qui seraient mannequins pour une pub Tahiti. Enfin, c'est très présent encore aujourd'hui. Et je peux comprendre que ça puisse être en effet dur, parce qu'il y a aussi cette notion-là de beauty privilege autour des femmes métisses qui seraient forcément toujours plus belles, et donc on en attendrait beaucoup plus d'elles et de leur beauté. Donc je vois ce que vous voulez dire, oui. Bonsoir. Bonsoir. Selon vous, d'où vient cette peur des femmes noires ou non blanches, et l'acceptation difficile de celle-ci en tant que partenaire, que ce soit partenaire de vie ou romantique? Parce que dans mon entourage, j'ai remarqué que... Je suis mauricienne, et en arrivant en France... Oui. Je sais. Et en arrivant en France, j'ai l'impression que certaines personnes avaient un peu de mal à gérer certaines choses qui étaient assez inconnues et différentes, et qui avaient une certaine peur de vouloir découvrir ce qu'il y a au-delà de certains stéréotypes et certaines apparences en fait, et que ce soit par rapport à sortir de leur groupe typique, je dirais, blanc, hétéro, et d'aller au-delà de ça, et peut-être que c'est internalisé, ou peut-être c'est une sorte de pression sociale, ou sinon il y aurait aussi d'autres cas où on se mélange, mais que temporairement, où c'est ma copine, mais ce sera pas ma femme. Le moment où je me marierai, ce sera quelqu'un de plus acceptable. Si c'est un truc qui se dit. Alors, d'où ça vient? Je pense que c'est un héritage colonial. Très honnêtement, parce que tout simplement, dans les colonies, y avait... en fait, tout l'imaginaire, c'est construit dans les colonies. C'est-à-dire qu'il y avait des expériences sur les femmes racisées, et surtout, ces femmes-là subissaient énormément de viols de la part des colonisateurs. Ce sont ces hommes-là qui ont rédigé des ouvrages scientifiques, des ouvrages politiques, beaucoup d'ouvrages en soi, qui ont pu façonner certaines choses, qui ont pu façonner la manière avec laquelle, par exemple, on accueille les femmes racisées dans un cabinet médical, par exemple. En fait, tout vient, très clairement, tout vient de la colonisation et de l'héritage que l'on subit encore aujourd'hui. Pour être très honnête, on le subit encore aujourd'hui. Et concernant le fait de partir et d'arriver en France, c'est clair que je sais pas si c'est ton cas, mais peut-être que toi t'as grandi entouré de personnes mauriciennes du coup, et que ça a dû être très bizarre d'arriver en France et de pas être la norme. Je pense. Et c'est pareil, par exemple, pour toute personne issue des Outre-mer qui ont grandi quand même entourées de personnes racisées, entourées de personnes noires, elles arrivent en métropole, et là elles voient que des personnes blanches, et là elles
comprennent qu'elles sont racisées et qu'elles ne sont pas censées être la norme. Donc ça doit être très bizarre. Et puis sur le fait de ne pas vouloir se mélanger, en effet, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... Enfin, je relatais dans le livre justement de témoignages de femmes qui expliquaient que, par exemple, elles étaient en école de commerce et que c'est que seulement à la fin du cursus que certains hommes venaient les voir en leur disant qu'elles leur plaisaient parce qu'ils avaient honte de le dire avant. Voilà, par exemple. Ou alors des femmes qui relataient qu'elles avaient eu des relations avec des hommes qui n'avaient que des relations sexuelles ou des situationships avec des femmes racisées, mais par contre, pour se mettre en couple, ils étaient avec des femmes blanches. Voilà, ça veut dire quelque chose aussi parce qu'il y a peut-être une... Autant il y a un fétichisme autour du fait d'avoir des bébés métis, tout ça, c'est super, c'est beau, ça va sauver la France, ça va nous sauver du racisme, etc. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du déclassement. Je pense quand on se marie avec une femme racisée et quand on imagine le fait que nos enfants seront plus blancs et que nos enfants n'auront pas tous les privilèges d'une personne blanche. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question du coup. D'autres questions ? C'est plutôt une réaction et merci aussi, parce que moi qui suis blanche, je ne peux pas deviner tout ce que vous encaissez. C'est douloureux d'y penser. Vraiment, il ne faut pas arrêter de parler, quoi. Faut qu'on puisse se rendre compte de ce que la différence est produite pour les gens, que ce soit une personne handicapée, vous l'avez dit, quelqu'un de pauvre, enfin... et vraiment, il faut qu'on puisse relier votre parole et se mettre à l'écoute, parce que les gens... moi, je me souviens lors des manifestations... quand George Floyd est décédé, de jeunes qui me disaient, qui avaient la peau noire, qui me disaient, quand je me prends en photo, 15-16 ans, je le fais en fonction de la lumière pour être le plus pâle possible. Moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Si j'ai les cheveux détachés au lycée, les gens me disent, c'est quand même mieux quand ils sont attachés, etc. Enfin, et ça, nous, en tout cas moi, je ne vous pas assez les yeux, on ne peut pas le deviner. Et que vraiment, ça se passe dans le quotidien. Enfin, voilà. Et je voulais aussi dire qu'il y a eu une semaine sur une émission de radio qui s'appelle la série documentaire, en décembre, qui s'appelait La vie en noir. Oui. Et il y a un épisode sur l'intimité vécue par les personnes racisées. J'invite vraiment à écouter, parce qu'en écoutant, là aussi, de la même façon, les témoignages nous mettent à l'écoute et à partager, quoi. Merci beaucoup. Merci. Non, mais merci. Et puis, je vais être très honnête avec vous. C'est aussi rare que des gens écoutent. Enfin, le dialogue est dur en ce moment. Enfin, en ce moment, non, depuis 2-3 ans, le dialogue, il est très, 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 très dur. Donc, ne pas arrêter de parler, oui, je pense qu'on n'a pas le choix, mais oui. Mais ce qu'on se prend en retour aussi peut être très, très, très difficile. Donc, non, mais merci. Bonsoir. Je voulais juste revenir, est-ce qu'il y a un chapitre ou un petit passage un peu sur la vision de l'éducation, justement, des femmes qui sont, des filles, donc des petites filles qui sont racisées, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de vidéos qui tournent sur, par exemple, l'éducation Montessori, et on a le droit à des vidéos sur l'éducation Ghetto-Sori, qui est constamment assignée à finalement une éducation maghrébine ou africaine. Et en fait, moi, je trouve ça insupportable parce qu'on a l'impression, justement, que... ça donne encore cette image. Et d'ailleurs, c'est renforcé parfois par des personnes racisées elles-mêmes. Ça donne cette image, en fait, qu'une éducation, on va dire, positive, douce, bienveillante dans l'écoute, et aussi dans une valorisation de l'éducation, est strictement, en fait, réservée à une espèce d'élite bourgeoise blanche.
Et le reste dans les quartiers, c'est 0. Enfin, en fait, c'est ça, parce qu'évidemment qu'on associe maghrébins, africains, en grandissant dans des quartiers. Enfin, voilà, dans l'image, c'est exactement ça. Et je trouve ça hyper dérangeant, et j'ai l'impression que ça vient aussi de ça, en fait, cette image justement de la femme noire, en fait, très dure, qui ne pleure jamais, parce qu'en gros, elle s'est reçue des coups tout le temps, et sans pleurer, vous voyez. Et qui va en fait avec une éducation aussi hyper misogyne par rapport au garçon qui ne doit pas pleurer, etc. Et voilà, je ne savais pas du coup si vous en aviez un peu parlé de ça. Alors non, parce que c'est sorti bien avant. Ça commence à remonter, du coup, je me dis, la date de sortie. Mais je suis assez d'accord sur la trend des ghetto soirées. Assez d'accord. Et c'est aussi pas mal tourné en ridicule par des personnes racisées, en effet, notamment des personnes racisées assez célèbres. En fait, qui partiraient du principe que ce délire, entre guillemets, d'éducation positive, c'est pas pour nous, que on restera à jamais enfermé dans ce truc d'éducation très dure, où on frappe les enfants, où on leur crie dessus, etc. Ce qui, en plus, n'est même pas le cas. Enfin, pour être très honnête, c'est même pas le cas. Et c'est pas forcément un cliché, le fait qu'il y ait pu y avoir de la violence pour les enfants racisés, mais c'est vraiment à nuancer, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment à nuancer, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait que ça qui soit mis en avant pour tourner justement en dérision ces communautés-là. Ouais, c'est vrai que ça arrive très souvent, alors que franchement, moi je pense que mes parents, ils auraient ils auraient vraiment clairement être définis comme des parents Montessori, hein. Franchement, et c'est le cas pour plein de personnes de mon entourage, de personnes racisées de mon entourage. Donc, en fait, c'est juste qu'il faut pas arrêter de marteler qu'on est un groupe hétérogène. Voilà, qu'on n'est pas un groupe homogène et qu'on est un groupe hétérogène, qu'on n'a pas tous grandi de la même manière, même si on a pas mal de références communes, mais que, en fait, on est des enfants de la diaspora, et donc être un enfant de la diaspora, c'est pas du tout la même chose que d'être un enfant qui est né là-bas, ou d'être juste un enfant qui est né ici. Enfin, c'est vraiment une identité qui est spéciale, je trouve, un enfant de la diaspora, et ça mélange de tout. Donc forcément, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on jette, et voilà, je me perds un peu, pardon, mais... Ouais. Moi, j'avais une question plutôt sur vos références, vos sources d'inspiration. Donc c'est peut-être une question hyper difficile, je sais pas, mais est-ce qu'il y a une personne, enfin un personnage historique, une femme célèbre qui est vraiment source d'inspiration, un livre qu'il faudrait retenir, par exemple, je dis ça parce qu'on a amené des élèves de terminale dans la salle, donc je me dis, s'il y a une référence qu'il faudrait leur conseiller à lire, à creuser, ce serait qui ? Je pense que c'est une référence qu'on sort beaucoup et qui est aussi à nuancer, mais peut-être Bell Hooks, donc qui est une autrice afro-américaine qui a eu un regain de popularité, pas un regain, mais qui a eu une visibilité accrue en France après sa mort. Voilà, et là il y a beaucoup de ces ouvrages qui sont traduits, et qui sont traduits d'une manière assez accessible. Donc elle parle beaucoup d'amour, d'amitié, de pop culture, mais plutôt dans les années 80-90. Donc il y a des références qui peuvent être vraiment très datées, mais il y a des choses qui sont quand même assez actuelles. Après, il faut pas tout prendre. Il faut vraiment avoir un regard critique aussi sur les lectures de Bell Hooks, mais je pense que c'est une bonne entrée dans ces questions-là. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'intervention, c'était super intéressant. Et ça donne envie de lire le livre. Et je voulais, moi, poser une question. Vous avez parlé de l'image dans le porno des beurettes. Ouais. Et là-dessus, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, en fait, dans le porno, à quel point
il y a vraiment une sexualisation de type de femmes et de tout type, et qu'en fait c'est possible de commander, avec une logique de consommation de type de femmes, et avec un racisme extrêmement fort là-dedans. Et j'avais vu aussi quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans des procès qu'il y a eu, il y a des affaires il n'y a pas très longtemps où il y avait 50 plaignantes sur une affaire de pornographie avec une violence extrême, où il y avait vraiment une dénonciation à la fois de la violence évidemment sexiste et patriarcale, mais aussi du racisme qu'il y avait eu dans des insultes lancées à des femmes pendant qu'elles se faisaient violer en vidéo, quoi. Et là-dessus, en fait, c'est vrai que ce qui m'inquiète, j'ai l'impression que le porno, les chiffres disent que les jeunes hommes regardent encore plus de porno maintenant qu'avant. Et voilà, donc je trouve que c'est une tendance qui est vachement inquiétante quand on voit justement ce mélange de sexisme, racisme qu'il y a. Et je voulais savoir un peu vos constats un peu sur le sujet. C'est un sujet que vous avez un peu creusé, comme vous l'avez un peu évoqué, où on en est un peu là-dessus, quoi. Et en fait, je trouve que ça renvoie vachement aussi à ce que vous dites sur l'action de la fétichisation, et avec les stéréotypes différenciés selon les types, même entre femmes racisées, femmes asiatiques, femmes arabes, noires, etc. Voilà, c'est un peu pour avoir plus peut-être de développement là-dessus. Merci. C'est quelque chose que j'évoque dans le livre, forcément, comment est-ce que le porno hérité de la colonisation a pu structurer des fantasmes, a pu structurer des logiques de domination sexuelle aussi, très clairement, des logiques de domination dans le couple aussi, parce que le fait est que le porno est là et qu'on va pas pouvoir s'en débarrasser. Voilà, c'est là, et quand bien même il y a énormément de tentatives d'interdiction, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant que c'est là et que c'est encore hyper accessible, notamment auprès des jeunes, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on leur parle. Je pense qu'on leur parle, et je pense qu'il faut en parler quand même assez tôt, dès qu'ils deviennent des pré-ados. Parce que le fait est qu'il y a des jeunes, très jeunes, qui sont curieux, et que Internet, c'est hyper accessible aujourd'hui. Et que même en se connectant sur n'importe quel réseau social, ils peuvent tomber sur des vidéos porno. Donc leur parler du consentement très tôt, leur parler de fétichisme, mais ça c'est peut-être trop demandé, très tôt, mais ça passe aussi par l'école. Ça passe par des cours vraiment d'éducation sexuelle, et pas pour agiter des paniques morales, mais les cours d'éducation sexuelle, c'est pas juste expliquer ce qu'est un coït, c'est expliquer ce qu'est le consentement, expliquer comment est-ce qu'on peut vraiment respecter les envies ou pas d'une personne, expliquer ce qu'est la zone grise. C'est vraiment, je pense, parler. En fait, il faut qu'on parle aux enfants au lieu de faire comme si ça n'existait pas et de juste tout interdire. Parce que de toute manière, même quand on essaie d'interdire, ça n'est pas interdit, c'est encore accessible. Voilà. Et je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être une partie que j'aurais plus agrémentée si j'avais écrit le livre aujourd'hui, par ailleurs. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'est très parlant. Et je me demandais justement, une question peut-être un peu plus personnelle, qu'est-ce que vous nous conseillerez justement en tant que personne racisée, pour des personnes racisées, comment s'épanouir? Pardon. C'est très large. Donc, à vous et même peut-être à d'autres personnes ici en fait. Comment s'épanouir? Ouais, c'est ça. Mais dans quel contexte? Face à ces injonctions, ces violences, etc. Quelles ressources éventuellement Dans la vie de tous les jours, ou juste waouh. Oui, c'est dur. Non, mais comment s'épanouir? Bien s'entourer en soi. Bien s'entourer aussi de personnes qui nous ressemblent, parce que parfois c'est beaucoup plus difficile de se confier auprès d'une personne qui ne peut pas comprendre ce qu'on vit. Si une personne ne peut pas comprendre ce qu'on vit, s'entourer des bonnes personnes aussi. Parce que on peut découvrir au bout de 5 ans d'amitié que l'une de ses meilleures amies est raciste, par exemple.
ça peut arriver. Donc non, bien s'entourer. Au niveau des ressources, en fait, aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'il y a énormément de ressources qui sont gratuites et accessibles. On peut se connecter sur Instagram et tomber sur un carrousel avec énormément de ressources, des personnes qui parlent d'une manière accessible aussi. Donc ça, je trouve que ça, c'est génial aujourd'hui. C'est que on ne peut plus ne pas savoir. Dans le sens où, franchement, il y a énormément de choses qui sont accessibles. Il y a je sais pas, des concepts qui ont été théorisés dans les années 80 et qui sont encore très actuels aujourd'hui. On peut les retrouver hyper facilement. Voilà. Et puis ensuite, une petite traduction sur Google Trad. Et voilà. Enfin, ouais, je pense bien s'entourer. Ne pas trop faire de pédagogie aussi, parce que ça coûte de l'énergie de faire énormément de pédagogie. C'est une charge aussi, d'expliquer aux gens ce qu'est le racisme tout le temps, d'expliquer pourquoi est-ce que cette parole était maladroite, et puis aussi de recevoir la réaction de cette personne. C'est une charge, donc évitez ça. Et oui, voilà, il y a plein de ressources aujourd'hui, et ça c'est super. On peut... Le vocabulaire est accessible, déjà. Le vocabulaire est accessible, la théorie est accessible. Et, je ne sais pas si c'est le cas à Angers, mais si tu vois des événements où tu sens que tu pourras te sentir vraiment à ta place, y aller aussi, parce que ça fait toujours du bien. Merci. On a une dernière question. Juste dans le contexte politique un peu actuel qui avance à grands pas, ouais. Est-ce que tu as peur d'être une femme noire aujourd'hui ? Bah oui. Mais en soi, ça date pas que d'aujourd'hui. Hein. Ça date pas que d'aujourd'hui. Ma première agression, enfin, on dit micro-agression, mais je trouve que c'est une agression. Moi, la première parole raciste dont je me souvienne, j'étais en maternelle. Donc, en fait, on a vraiment grandi dans ce contexte-là, mais c'est clair que là, le contexte, il est beaucoup plus assumé. Donc, c'est beaucoup plus... c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Je me souviens que, par exemple, dans l'entre-deux tours des législatives anticipées en 2024, dans la rue, quand je retournais chez mes parents en banlieue parisienne, ils vivaient dans un village, c'était compliqué. Je pouvais me prendre certaines remarques. Des gens dans la rue qui criaient moi je vais voter Marine Le Pen. Enfin, je lui ai rien demandé, mais voilà, des gens qui criaient ça, quoi. Et avec toutes les agressions en plus qu'il y avait à ce moment-là, c'est vrai que ça fait peur. Et moi, j'ai de la chance de vivre à Paris, de vivre dans un quartier où très clairement, le second tour des municipales, c'était LFI contre PS. Donc voilà, dans mon quartier à Paris, je suis protégée, mais c'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que l'Île-de-France. C'est clair qu'en Île-de-France, on est énormément de personnes noires et énormément de personnes racisées. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les villes de France. Donc moi, j'ai peur aussi pour ces personnes qui peuvent se sentir vraiment très très isolées, vraiment très seules. Qui peuvent subir un racisme qui n'est pas le même en Île-de-France aussi, qui peut être encore beaucoup plus frontal. Enfin, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur. Après, peut-être que je suis dans une bulle, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une mini forme de résistance qui est en train de se mettre en place, que peut-être que les gens sont en train de se réveiller pour de vrai. Ouais, j'ai quand même l'impression que les gens commencent à vraiment se réveiller pour de vrai, et que peut-être qu'il faut qu'on commence à vraiment se secouer, parce que il n'y a pas que le RN et il n'y a pas que Reconquête. Dans notre gouvernement actuel, il y a aussi des gens qui sont assez affreux. Dans les anciens gouvernements de Macron, il y avait des gens qui étaient aussi très 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 affreux. Donc voilà, et à gauche aussi, il faut le dire, il y a des gens qui sont affreux. Donc c'est partout. Après, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole et le dire, et cette parole-là sera relayée. Et du coup, ça pourra faire que une personne qui n'était peut-être pas forcément destinée à tomber sur une vidéo, sur un post ou sur une tribune,
pourra réfléchir en tombant sur ces contenus-là. Donc voilà, j'ai peur, forcément, parce qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé dans un an, mais j'ai de l'espoir. Merci beaucoup. Puis on est tous là, donc du coup c'est un début de... Enfin, si toutes les personnes qui sont là font déjà, je trouve un peu la promesse en étant témoin d'un acte raciste, de ne pas se taire en fait. Oui, ça passe par là. Déjà, voilà, c'est se faire cette promesse-là aussi à soi-même, de se dire je ferme pas les yeux en fait. Exact. Merci.